Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de tendances CRM pour l'année 2017. J'ai écrit en fait cet article pour le blog de Xylopix. En fait, on m'a demandé ici de participer avec quelques autres experts à un article sur la prospective, qu'est-ce qui va se passer en 2017. Et en fait, tout simplement, moi, j'ai parlé du CRM, c'est un domaine que je connais très bien. Alors donc en fait, le CRM, c'était pendant très très longtemps un outil qui était synonyme d'usine à gaz, de perte de temps pour les commerciaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, ça commence à être un outil qui est utilisé quasiment partout. Il y a encore quelques commerciaux que je connais qui sont assez réticents parce qu'ils disent non, mais ça me fait perdre du temps. Et puis, je sais mes clients. Bon, bref, c'est des personnes qui n'ont pas encore compris l'intérêt du CRM. Alors, il y a deux raisons à ça, hein. La première, c'est qu'ils ont une vision un peu égoïste, c'est-à-dire que c'est juste leur petit truc qui compte et ils se disent bah non, mais c'est que pour donner des chiffres au chef. Non, c'est pas fait que pour donner des chiffres à son chef, c'est aussi fait pour aider les autres, hein. Par exemple, là, dans un cas de figure que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, le commercial voulait pas saisir les données, remplissait le minimum, sauf qu'après, quand il y a eu deux autres personnes qui sont venues faire de la relance téléphonique, ils n'avaient aucune information, ils avaient juste le nom de la personne, ils ne savaient pas si le fichier D relançait ou pas. Ils devaient appeler à chaque fois chaque commercial, donc bref, c'était une perte de temps de malade. Ensuite, quand on a fait un événement, bien entendu, les coordonnées dans le CRM n'étaient pas à jour. Donc après, il a fallu qu'ils envoient eux-mêmes un email, qu'ils envoient des fichiers, donc ils ne s'en rendent pas compte, mais en ne travaillant pas comme ça petit à petit, en enrichissant le CRM, en fait, tout simplement, ils sont en train de faire perdre du temps à tout le monde. La deuxième chose, c'est qu'en fait, avec un CRM, quand c'est bien paramétré, c'est ça souvent en fait le gros problème, c'est que c'est pas bien paramétré. Mais quand c'est bien paramétré, c'est un gain de temps parce qu'on va archiver ses communications, on va archiver ses emails, on va faire des relances, et c'est là que ça fait gagner du temps. Alors bien sûr, un CRM, c'est pas utile quand on est moins de 3, 4, 5 commerciaux, hein, mais dès qu'on est un petit peu plus nombreux, ça devient vraiment intéressant. Voilà. Alors, l'autre point en fait que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, le CRM, en fait, ça doit se mettre en place aussi là où c'est plus important. C'est ça en fait qui est un petit peu paradoxal, c'est que parfois les CRM se disent bon tiens, enfin les éditeurs de CRM se disent bon, on va mettre ça tout de suite, on va changer en fait toute l'organisation. Or, il faut commencer par ce qui est le plus important. Où ça fera le plus de bien, ça peut être la génération de leads, ça peut être du marketing automation, ça peut être le service client. Bref, il faut choisir, mettre en place le CRM et ensuite le mettre en place. Alors au niveau des tendances 2017, moi je le vois, hein, il y a l'arrivée de nombreux acteurs américains sur le marché français, hein. On parle d'UpSpot, Zoho, Zoho qui est d'ailleurs indien, les Infusionsoft, etc. qui viennent un petit peu challenger les leaders actuels, hein. C'est les anciennes générations, des CRM qui ont 5, 10 ans, comme Salesforce, Sugar, etc., etc. Et en fait, on voit en même temps qu'il y a une concentration et un durcissement du marché. En même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des acteurs de niche qui viennent pallier en fait au manque des différents CRM sur le marché et qui proposent en fait des informations sur le social selling, des fonctions sur l'automatisation. Par exemple, il y a quelques outils qui sont assez sympas comme Datanana, AnyGrowth, Prospectio, Sparklane et Bypass qui sont là pour un petit peu aider à compléter les fichiers avec de l'intégration de données depuis LinkedIn, etc. etc. Voilà. Puis aussi, il y a des outils qui sont un petit peu spécialisés, par exemple dans l'expérience client, vous avez eloquent.com qui permet en fait de faire des études de satisfaction, des enquêtes et gérer la relation client multicanal. Alors au niveau des fonctionnalités, moi je vois plusieurs grandes fonctionnalités au niveau du CRM. La première c'est tout ce qui est design et gamification. On est vraiment dans des outils qui sont beaucoup plus acceptables, beaucoup plus fun par rapport à des mastodontes comme Salesforce par exemple, hein, ou Microsoft CRM qui sont vraiment très lourds à utiliser, qui sont souvent subis plus que aimés, même si au bout d'un moment les commerciaux se rendent compte que c'est devenu indispensable pour leur travail. Mais c'est vrai que les nouvelles solutions sont beaucoup plus simples, beaucoup plus pratiques à utiliser, beaucoup de raccourcis. Il y a vraiment des designs au niveau ergonomique qui ont fait des bons en avant, donc ça c'est vraiment bien. Après, en fait, il y a tout ce qui est intégration du social selling, de l'emailing qui sont devenus importants. Même moi, maintenant, je vois beaucoup en fait de commerciaux qui commencent à se mettre eux-mêmes à faire du marketing automation et du marketing. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps un des commerciaux d'un éditeur de CRM français, une start-up, et tout simplement, ce qu'il m'a dit m'a mis un petit peu sur le cul. Tout simplement, il me disait, bah voilà, moi je cible mes contacts sur LinkedIn selon les secteurs d'activité, selon les tailles d'entreprise, selon le dirigeant. Ensuite, en fait, j'entre en contact avec eux avec la technique du cold mailing ou du warm call.
Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est dire, bah voilà, vous êtes dans tel secteur d'activité, est-ce que vous souhaiterez assister à votre séminaire, ou est-ce que vous souhaiteriez télécharger une livre-blanc, ou je vous propose un diagnostic, ou je vous propose un audit sur tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, donc qui sont liés à leur secteur d'activité. Donc ça, jusque-là, c'est assez classique, moi aussi je le fais, sauf qu'en fait, le commercial derrière, en fait, il a un système de marketing automation avec des outils comme ActiveCampaign, etc., qui lui permet en fait d'envoyer des messages, et selon que la personne ait ouvert ou pas le message, qu'elle ait cliqué ou pas sur le message, il déclenche en fait des messages automatiques, genre je crois que vous avez téléchargé le livre, est-ce que je peux vous aider, ou vous n'avez pas profité de notre dernier audit, etc., etc. Je vous propose un nouvel outil de ROI, ou si vous n'avez pas le temps, je vous propose de prendre rendez-vous d'ici 2-3 semaines. Donc c'était assez impressionnant parce que globalement, ce commercial-là a été en train de pallier au manque en fait du marketing automation de son entreprise. Donc là, c'est vraiment intéressant. En même temps, l'autre point, en fait, il y a de l'automatisation qui arrive de plus en plus. Par exemple, on voit arriver actuellement les chatbots, et prédictifs, hein, le chatbot, c'est vrai que c'est un peu le truc à la mode. Alors, beaucoup de gens se disent, bon, le chatbot, ça n'a pas inventé grand-chose, hein. On avait les agents virtuels, les agents conversationnels, il y a très longtemps, hein, on s'en souvient très bien, sur la FNAC, sur SFR, etc., etc. Donc ces petits agents qui est un petit peu intelligents, qui permettaient de répondre. Donc oui, il y avait ces chatbots-là, mais ce qui a changé maintenant, c'est que tout simplement ces chatbots deviennent un petit peu intelligents, on peut leur poser des questions, et surtout en fait ils sont intégrés avec d'autres outils, c'est-à-dire qu'un chatbot Messenger peut aller interroger une autre application, SNCF, etc., etc. Donc en fait ils viennent remplacer entre guillemets les applications, ou faire le lien entre les différentes applications, comme un peu un Cortana ou un Siri qu'on retrouve sur PC. Et le deuxième point qui est intéressant avec les chatbots, c'est qu'en fait les chatbots vont en fait aider les gens dans le process en fait d'utilisation du produit. Un petit peu comme des assistants virtuels, on le voit de plus en plus, c'est plus des gens qui sont là pour répondre ou poser une question, mais un petit peu comme le trombone qu'on avait dans Office, hein, le trombone d'Office, hein, qui était énervant et qui nous embêtait tout le temps et qu'on finissait par désactiver. Bah là en fait on arrive à avoir un assistant qui est un peu plus intelligent, un peu plus complet, et qui va accompagner au démarrage les personnes. Alors c'est un petit peu les assistants qu'on a déjà actuellement, un Wizard ou les guides au démarrage, sauf que là ils sont un peu plus intelligents, un peu plus complets, et puis on peut leur faire apprendre des choses, intervenir à certains moments. Donc là en fait c'est assez intéressant ce qui va se passer. Alors pour l'instant c'est pas encore tout à fait prêt, hein. Pour moi les chatbots on est vraiment qu'au début. Bon, il y a Microsoft, il y a Messenger, hein, Facebook Messenger qui a un chatbot, il y a Chatfuel qui existe également, hein, là-dessus, mais bon, on est encore qu'au début pour l'instant. Pour moi les chatbots vont vraiment commencer à arriver, je pense l'année prochaine ou l'année d'après, lorsqu'on aura vraiment quelque chose de simple. Voilà. Alors, également quelque chose que je vois de plus en plus, c'est que il y a beaucoup d'éditeurs qui n'ont pas compris maintenant qu'il faut penser mobile first, tout simplement parce que le mobile va devenir un petit peu l'outil qu'on va avoir tout le temps. Il suffit de regarder un petit peu au niveau des ordinateurs. Avant on avait un 17 pouces, maintenant il y en a un 15 pouces, et moi il n'y a pas très longtemps je suis passé je crois à un 13 pouces ou 14 pouces, et finalement j'arrive très bien à m'en servir. Moi qui disais que ça allait être un petit peu juste, et ben non. Et de plus en plus en fait avec la surface, on va voir qu'on va avoir de plus en plus des tablettes et de moins en moins des PC avec un clavier qui sera par exemple détachable. Même on voit en fait actuellement avec des PC qui sont en fait sur des clés USB, et ça en fait c'est un petit peu le futur du PC. On va juste brancher une espèce de clé USB sur un moniteur, on a un clavier détaché, et là tac, d'ici 5 ans, moi je prédis en fait la disparition de l'ordinateur. Ça c'est vraiment essentiel à se dire que l'ordinateur en tant qu'ordinateur tour va disparaître. Maintenant on peut remplacer une tour dans une simple clé USB. Vous pouvez regarder, hein, ça commence à arriver. USB, vous tapez USB PC, voilà, et là en fait vous avez les premiers, voilà, par exemple un stick là sur LDLC, l'Intel Compute Stick. En fait tout simplement c'est un ordinateur 64 Go de disque dur, il y a 4 Go de mémoire. Bon, ça vaut un petit peu cher pour l'instant, hein. Ça vaut, je crois que ça vaut 500 €, 600 €. Donc on est quand même dans des tarifications qui sont quand même assez importantes, hein. Ça vaut 579 €, 580 €, mais c'est uniquement une clé USB très fine qui se branche en fait sur un téléviseur ou un ordinateur. Donc c'est vraiment voilà, cet ordinateur de poche se branche sur le port HDMI. Vous voyez, c'est un peu fou quoi.
Donc c'est vraiment le début là-dessus au niveau des applications mobiles. Donc, pensez mobile first, surtout en fait dans le domaine de la vente et les commerciaux. Beaucoup de commerciaux maintenant ont surtout un smartphone sur eux, c'est ce qu'ils ont tout le temps. Et en fait, c'est quand même plus pratique d'utiliser un smartphone que de devoir sortir un PC, l'ouvrir, etc., etc. Donc pensez mobile first. Également aussi dans mes prédictions, j'en parle un petit peu souvent, mais pour moi je vois la disparition totale du téléphone fixe dans quelques années. Moi je le vois, moi j'utilise depuis 2 ans, je n'utilise plus de téléphone fixe, je ne mets plus de téléphone fixe sur ma carte de visite. Alors bien sûr il y a le standard d'entreprise qui est là, mais je ne donne plus de ligne fixe à personne. C'est mon portable personnel en plus que j'utilise depuis au moins 4 ans ou 5 ans, plus, que je transfère comme ça d'entreprise en entreprise. Je conserve mon numéro et comme je suis en forfait limité, j'utilise que ça. Donc en fait le téléphone fixe donc bien sûr va disparaître. Alors quelles sont les conséquences? Les conséquences sont simples, c'est que le portable va être de plus en plus universel. Alors vous allez me dire ok, très bien, en quoi ça m'avance? Tout simplement que vous allez pouvoir envoyer des SMS aux clients, ça va être de plus en plus toléré et ça va être de plus en plus enrichi dans les fichiers. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, il y a les autres moyens de communication qui existent. L'alerte via le navigateur, par exemple, c'est un des éléments qui commence à arriver de plus en plus. L'email qui reste encore essentiel. Facebook également qui reste essentiel dans la communication. Ou alors LinkedIn, qui est vraiment en croissance. Alors LinkedIn et Twitter, je mettrais quand même un tout petit bémol, parce qu'en fait ces deux plateformes-là sont en train de devenir des nids à spam, avec de plus en plus de robots, de plus en plus de messages automatisés, et ça devient un petit peu une plaie. Ça me rappelle comme à l'époque en fait des ordinateurs, pour ceux qui auront connu les années 80-90 avec les Amiga et les Atari. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc c'était des ordinateurs qui étaient vraiment géniaux pour l'époque et qui étaient très puissants avec des jeux qui sont vraiment géniaux. Mais en fait, ces deux ordinateurs, ces deux plateformes ont été totalement foutus à la poubelle à cause du piratage, parce que les gens n'achetaient plus de jeux, ils pirataient tout. Et donc en fait, après c'est tombé sur les consoles, etc. Et là, je vois arriver le même phénomène avec Twitter et LinkedIn. LinkedIn tout simplement parce qu'il y a de plus en plus d'outils pour deviner les emails et en fait les gens spamment beaucoup sur LinkedIn, et au contraire de Facebook, LinkedIn laisse un petit peu faire, et Twitter, bon, n'en parlons pas, si vous regardez vos messages, direct message ou les personnes qui vous suivent, moi je pense que j'ai 5% des gens qui me suivent qui sont des bots, des robots en fait qui m'envoient des messages de manière automatique. Voilà. Alors le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est de l'automatisation. Alors il y a quelques secteurs où c'est un petit peu mal adressé pour l'instant. Par exemple le CRM au niveau des freelances, on sait très bien qu'on n'est pas encore au top. Il n'y a pas de solution, parce que quand on est tout seul pour l'instant, on a un petit peu besoin d'un outil de marketing automation, on a un petit peu besoin de Twitter, etc. Et pour l'instant en fait on n'a pas moi je ne connais pas de bonne solution de marketing automation. On a de CRM tout court, à part Act éventuellement. Act qui est un outil ACT, point d'exclamation, qui est un outil en fait de gestion de contact qui est très limité. Mais encore, il est un petit peu gros pour un freelance. Un freelance, il a besoin en fait d'un outil qui fasse un petit peu de vente, un peu de devis, qui fasse un peu d'email, un peu de médias sociaux, et puis voilà, il a besoin d'un outil tout en un. Il n'a pas besoin en fait d'un outil uniquement CRM. Voilà. Donc pour finir, le CRM des années 2010, il est vraiment loin. On a vraiment un outil qui est plus devenu comme un frein au business, mais un vrai outil complet qui est lié aux outils de marketing automation, aux médias sociaux, à la génération de leads, au campagne marketing. Quand je compare les campagnes marketing de 2010 où c'était une usine à gaz, et maintenant on peut véritablement faire du marketing automation, c'est vraiment le jour et la nuit. Voilà. Donc le CRM pour moi arrive véritablement à un âge d'or. On le voit d'ailleurs, on voit de plus en plus d'entreprises équipées. Et puis c'est aussi une volonté de ROI, de retour sur investissement. On voit bien que les campagnes marketing, les outils marketing, faut savoir combien ça coûte, combien ça rapporte. Et ça en fait un CRM est fait pour ça. Et on voit bien que le métier de commercial aussi est en train de changer. Et le CRM est un petit peu là pour ça. Si vous tapez B2B Death of Salesman, la mort du salesman B2B, alors hop, B2B, voilà, salesman, B2B, Death,
B2B Salesman Test, voilà. C'est une étude en fait qui a été faite par Forrester et qui indique que d'ici à 2000, alors je crois que c'est à 2020 ou quelque chose comme ça en fait, d'ici à 2020, voilà, c'était ça. D'ici à 2020, il va y avoir une extrême diminution du nombre de commerciaux B2B, tout simplement parce qu'en fait, une partie du travail va être fait par des téléacteurs, une partie du travail va être fait par du marketing automation, et ensuite il va y avoir toujours des gens qui vont là pour apporter des solutions, et c'est ce qu'ils disent, hein. C'est le consultant, celui qui apporte de la solution, celui qui apporte de la valeur ajoutée, qui va être là pour apporter de la valeur. Les gens en fait qui vont juste prendre des commandes au téléphone, ça va diminuer parce que va y avoir du marketing B2B qui va être fait automatisé, qu'il va y avoir également tout ce qui est l'e-commerce B2B qui prend aussi de plus en plus de valeur là-dessus. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous dire à propos des évolutions du CRM. Bon, bien entendu, je vais quand même finir là-dessus, hein. Le commercial B2B n'est pas mort, hein, même si Forrester exagère un petit peu. Ce qui va se passer en fait, c'est que tout simplement on va avoir besoin d'un petit peu moins de monde, on va tout simplement avoir plus d'automatisation, on va avoir plus de productivité, parce que tout simplement, moi je le vois de plus en plus, hein, au niveau du commercial B2B, on a des logiciels qui sont de plus en plus nombreux, on demande plus de productivité, on demande d'aller beaucoup plus vite, il restera toujours un travail d'appel d'offres, il restera toujours un travail de présentation, il restera toujours le travail d'aller rencontrer les gens, ça c'est super important, mais désormais on arrive à des organisations qui sont beaucoup plus agiles. Moi je vois l'organisation ancienne au niveau des commerciaux, elle était simple, hein. C'était une équipe d'ingénieurs commerciaux, on avait 2-3 gars qui étaient là pour se déplacer, aller faire des rendez-vous chez les clients, serrer de la paluche, etc. Et de plus en plus en fait on a une équipe complète avec quelqu'un qui est dédié pour les avant-ventes, qui est super technique, qui est capable de faire de la belle maquette et des choses sympas. Ensuite vous avez le télévendeur qui est plutôt même de la qualification, c'est lui on va un petit peu qualifier le leads avant de le transférer à l'équipe justement d'ingénieurs commerciaux qui lui fait du rendez-vous, qui fait éventuellement un peu de web démo, mais qui fait aussi du rendez-vous pour physique pour clôturer de la vente. Donc en fait on voit vraiment qu'on arrive à une équipe complète, c'est plus juste un ingénieur commercial, et là on est vraiment dans une spécialisation des métiers, entre l'avant-vente, la personne qui fait de la qualification, éventuellement de la téléprospection ou de la qualification de base pour faire de l'upsell, du cross-sell, etc. Et l'ingénieur commercial qui lui est là pour closer du deal et aller chercher du chiffre d'affaires à valeur ajoutée. Donc voilà pour ma vision en fait de l'avenir pour le CRM d'ici à 2017. Un article que j'ai créé pour Xylopix Lab. Allez, à bonne journée, à plus.